Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Quel avenir pour l'opération militaire française Barkhane au Sahel? C'est la question qui sera au centre du sommet qui réunira les pays du G5 Sahel les 15 et 16 février à N'Djamena au Tchad, alors que les groupes terroristes continuent de déstabiliser la région. La Guinée équatoriale adopte de nouvelles mesures sanitaires complémentaires face à la résurgence du nombre de contaminations à la Covid-19. Pour la première fois, un couvre-feu nocturne a été instauré. Plus de détails sur ce décret présidentiel dans cette édition. Et le Maroc est le prochain pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de football U17 qui se tiendra du 13 au 31 mars 2021. Le pays a récemment reçu la visite d'une délégation de la Confédération africaine de football alors que les qualifications pour la phase finale de cette compétition se poursuivent. Mais tout d'abord, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh sera reçu au Palais de l'Élysée à Paris ce vendredi 12 février par son homologue français Emmanuel Macron. Cette visite devrait notamment porter sur les renégociations de la stratégie d'appui que Djibouti offre à la France en abritant la base militaire française sur ses terres. Ce jeudi, le chef de l'État djiboutien devrait se pencher sur le partenariat économique avec les investisseurs français après une rencontre avec le patronat français MEDEF. Rappelons que la dernière visite du président Ismaël Omar Guelleh au Palais de l'Élysée remonte à mars 2019. Également dans l'actualité, une réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger, CSA, est prévue ce jeudi 11 février, une première depuis la signature de ce texte en 2015 qui a mis fin à la guerre civile. Le CSA doit se retrouver à Kidal, au nord du Mali, fief de l'ex-rébellion de la coalition des mouvements de l'Azawad, signataire de l'accord d'Alger. Notons que cette réunion intervient quelques semaines après la visite d'une délégation ministérielle à Kidal et s'inscrit dans la perspective du sommet des pays du G5 Sahel qui se tiendra à N'Djamena au Tchad les 15 et 16 février. L'avenir de l'opération militaire française Barkhane sera justement au cœur du sommet des pays du G5 Sahel les 15 et 16 février à N'Djamena au Tchad. L'opération Barkhane, lancée en 2014 pour remplacer les opérations Serval et Épervier, peine à venir à bout de la déstabilisation menée par les groupes terroristes dans la région du Sahel. Ce sommet sera donc placé sous le signe du sursaut militaire et diplomatique, comme nous l'explique Philomène Tiné. Un sommet doit réunir les pays du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, les 15 et 16 février prochains à N'Djamena au Tchad, afin de faire le point sur la situation sécuritaire dans la sous-région, avec à l'horizon un possible redimensionnement de la force Barkhane. Selon les diplomates français, ce sommet sera celui du sursaut diplomatique, politique et du sursaut du développement. Il est donc évident que le sommet de N'Djamena reviendra sur cette problématique essentielle, sur l'option diplomatique vis-à-vis des négociations avec ces groupes terroristes et parfois ces groupes armés. Et il est évident que la France, dans le cadre du principe de la souveraineté, la France va laisser aux États membres alors d'engager, selon les options diplomatiques qui leur conviennent, des négociations, évidemment, avec ces groupes djihadistes, tout en encourageant en coulisses, évidemment, les négociations en secret avec certains mouvements armés, notamment dans le nord du Mali. Après 8 ans sans résultat décisif, il est temps de remettre progressivement aux États africains le soin de gérer leur sécurité. C'est du moins l'avis du Sénat français lors du débat sur le bilan et les perspectives de l'opération militaire Barkhane au Sahel. Pour les sénateurs français, le dénouement de cette crise ne sera certainement pas militaire, mais la résolution de cette crise sera obligatoirement politique et diplomatique. Le sommet de N'Djamena n'accouchera que d'une souris. Il n'aura pas de grandes résolutions en tant que telles, en dehors du fait que la France va encourager une diplomatie des couloirs permettant aux États membres du Sahel de négocier selon leur agenda politique lié au principe du respect de la souveraineté. L'opération Barkhane est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara depuis 2014 par l'armée française pour lutter contre les actions des groupes djihadistes. Cependant, cette menace djihadiste s'étend toujours au Sahel.
Cap sur le sud du Niger pour Mohamed Bazoum. Le candidat du parti au pouvoir est allé à la rencontre des populations de Dosso dans le cadre de la campagne électorale en vue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février qui l'opposera à l'ancien président Mahaman Ousmane. Eau, route et éducation étaient au cœur de ses promesses. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Mohamed Bazoum en mode sélection de l'électorat de la cité historique et légendaire des Jarmakoyi. En campagne pour le second tour de la présidentielle, à Dosso, le candidat du PNDS Tareya, parti au pouvoir, a montré sa force de mobilisation au stade régional. Une fois élu à la magistrature suprême de l'État, Mohamed Bazoum s'est engagé à résoudre le problème d'eau auquel la région est confrontée depuis plusieurs années. Je sais que aujourd'hui, l'eau qui est servie à Dosso est totalement insuffisante. Nous allons mettre en œuvre un projet qui va se baser sur un nouveau champ de captage. Il est même identifié, ce sera vers la caserne Agali. Et nous allons pouvoir servir de l'eau pour la population de Dosso qui sera suffisante pour les 10 années encore à venir. Mohamed Bazoum s'est également engagé une fois élu à faire des infrastructures routières, mais aussi à concrétiser la réalisation du port sec de Dosso. La question de l'éducation a été aussi évoquée, notamment la création des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux. Moi, je ne suis pas en train de faire des promesses en l'air que j'ai improvisées. Je vous ai dit que j'ai un budget de 5 ans de 13 000 milliards de francs CFA et dans chacun de ces aspects, nous avons prévu des recettes et nous avons prévu des dépenses. C'est un budget équilibré et grâce à Dieu, ce sera aussi un budget tout simplement réaliste. Après ce meeting de Dosso, Mohamed Bazoum, accompagné par Seyni Oumarou, Albade Abouba, des candidats du premier tour de la présidentielle qui lui ont fait allégeance, est attendu à Tawa, capitale de l'Ader au centre-ouest du Niger, pour d'autres meetings rentrant dans le cadre de la campagne du second tour de la présidentielle au Niger. La Guinée équatoriale vient d'instaurer un couvre-feu nocturne pour lutter plus efficacement contre la pandémie de Covid-19, une première dans le pays depuis l'apparition de l'épidémie. Ce dispositif fait partie des nouvelles mesures sanitaires complémentaires adoptées par décret présidentiel pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Afin de prévenir les populations équato-guinéennes contre une deuxième vague de la pandémie de la Covid-19, le président de la République de la Guinée équatoriale, Obiangé Mambasogo, a signé un décret portant nouvelles mesures complémentaires de maîtrise de la pandémie. Il s'agit notamment de la limitation des transports aériens, terrestres et maritimes, de l'établissement d'un couvre-feu nocturne, de la suspension des cours dans les établissements affichant des cas positifs de Covid-19 pendant 2 semaines et des célébrations publiques. Un gouvernement responsable qui tient à cœur la santé de sa population n'aurait en principe d'autres choix, d'autres réactions que d'anticiper le risque d'une propagation majeure, d'une pandémie agressive et imprévisible telle que la Covid-19. Les autorités précisent qu'en début décembre 2020, le nombre de cas positifs était inférieur à 15 par semaine. Seulement, d'après les nouvelles données, le taux de cas actifs est évalué à 138 cas, dont 122 confirmés depuis début février 2021. Des chiffres qui démontrent une croissance des contagions de la pandémie dans le pays. Le gouvernement équato-guinéen a pris soin d'écouter les recommandations alarmantes faites par le comité technique de la lutte contre la Covid-19 dans le pays, en tenant compte de l'inquiétante évolution de la courbe épidémiologique du pays. Et donc, au-delà des mesures restrictives et contraignantes prises par le gouvernement pour bloquer au plus vite l'évolution de la pandémie en Guinée équatoriale, celui-ci a entrepris d'entamer un processus d'immunisation de sa population par la vaccination de 4% de celle-ci
dont le personnel médical le plus exposé, des personnes âgées, à haut risque et vulnérables, souffrant d'autres pathologies chroniques dangereuses, des personnels des forces de défense et de sécurité très exposés, et d'autres personnels travaillant des endroits stratégiques et à haut risque de contamination tels que les aéroports et d'autres frontières. Malgré les mesures de renforcement déjà prises par les autorités équato-guinéennes, un cas de décès, une augmentation de la positivité de 2,5% et une hausse du nombre de cas de patients hospitalisés, dont 3 identifiés comme des cas graves. Entré en application le 8 février, le décret portant adoption de nouvelles mesures complémentaires pour l'endiguement de l'épidémie de la Covid-19 vient consolider le dispositif mis en place par le gouvernement pour protéger davantage les populations contre la pandémie. Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo a lancé le 8 février les études de faisabilité du projet ferroviaire connectant ses 26 provinces. Un méga projet ferroviaire pour lequel le consortium Congo Railways Development et ses partenaires entendent mobiliser 25 milliards de dollars sur une période de 30 ans. Les fonds alloués seront principalement affectés à la construction et à la modernisation de 10 000 km de rails. Notons que ce projet est un point majeur dans la réussite de l'intégration du pays au sein de la zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. 2,33 millions de dollars, c'est la somme que va recevoir l'Éthiopie pour la modernisation de ses infrastructures de paiement. Ce don de la Banque africaine de développement a pour but de favoriser l'inclusion financière numérique et d'offrir de nouvelles opportunités aux populations à faible revenu. Un sujet de Lorita Simbou. L'Éthiopie va recevoir du conseil d'administration de la Banque africaine de développement un don de 2,33 millions de dollars en faveur de la modernisation de ses infrastructures de paiement. Le don qui provient des ressources du Fonds spécial de la facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique est destiné au financement du projet pour le renforcement du commutateur national d'Éthiopie. L'appui apporté par la BAD le 17 décembre 2020 en termes de dons de 2,33 millions de dollars américains au gouvernement éthiopien a l'effet de l'assister dans son projet de renforcement du commutateur national va dans le sens de pouvoir fiabiliser, parce que le gros avantage maintenant de ce financement, si effectivement on l'oriente vers la modernisation du commutateur central, ça aura pour avantage donc de fiabiliser le système de paiement électronique mis en place. Le système de paiement électronique est encouragé. Selon la BAD, ce projet sera un facteur majeur d'inclusion financière, ouvrant de nombreuses opportunités pour les populations à revenus faibles, notamment les femmes. Au cours de sa mise en œuvre, le commutateur prendra en charge de façon homogène les paiements socio-numériques que le gouvernement éthiopien entend renforcer en réponse à la crise de la pandémie de Covid-19. Il faudrait donc que le gouvernement éthiopien prenne la suite. Vous savez que la technologie, selon la loi de Gordon Moore, évolue, la capacité des processeurs évolue double tous les 18 mois. Donc ça veut dire que le financement qu'on a reçu le 17 décembre pour pouvoir fiabiliser le système de paiement électronique, il va déjà falloir envisager dans un horizon maximum de 3 ans de mobiliser d'autres financements supplémentaires pour pouvoir fiabiliser ce même système, cette infrastructure de paiement électronique. Donc, à mon sens, c'est déjà une très bonne chose que l'Éthiopie ait pu soumettre son dossier au niveau de la BAD et que la BAD ait pu adhérer à cette requête-là. Notons que c'est la société bancaire Ethiopian National Switch qui a été désignée pour exécuter ce projet et le rendre autonome. Pour une implantation efficace et une adhésion des parties prenantes, le projet va intégrer le développement des capacités des équipes du Trésor public éthiopien, de la Banque nationale d'Éthiopie et des entités telles que le ministère en charge des technologies. Le Maroc se prépare à accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football U17, une compétition prévue du 13 au 31 mars. Plusieurs équipes sont déjà qualifiées pour la phase finale. Tour d'horizon des qualifications avec José Douglas. Et une mission d'inspection de la CAF s'est même rendue sur place il y a quelques jours pour s'assurer que les infrastructures sont aux normes pour accueillir cette CAN des cadets. 3 stades ont été retenus, El Bachir de Mohamedia, le stade municipal de Kenitra et celui de Moulay El Hassan de Rabat. Les aires qui vont servir d'entraînement aux différentes équipes participantes ont été également passées en revue. Sur le terrain maintenant, la sélection algérienne des moins de 17 ans devra affronter son homologue ivoirienne en match amical à Alger
La date reste à déterminer. Nous avons commencé à ratisser large et contacter les éventuels sparring partners. Nous avons eu un retour favorable de la part de la fédération ivoirienne qui a donné son accord pour un match amical à Alger. Notre objectif est de disputer 4 tests amicaux. La sélection algérienne des U17 qui a validé son billet pour la phase finale en terminant tête du classement du tournoi de l'Union nord-africaine de football UNAF disputé à Alger du 18 au 24 janvier. L'intégralité de la préparation va se dérouler en Algérie. La DTN, en concertation avec le staff technique, est en train de tracer le programme de préparation. On en saura un peu plus une fois les derniers qualifiés connus et le tirage au sort effectué. Outre l'Algérie et le Maroc, pays hôtes, 6 autres nations ont donc validé leur billet pour la CAN 2021. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Zambie. Nous attendons les autres pays. Les regards sont tournés vers la ville de Thiès, au Sénégal, pour la zone UFOA, zone Afrique de l'Ouest, A et B, pour la qualification de 4 équipes. En groupe A, Sénégal a déjà son billet, Gambie et Mauritanie étaient à la lutte, et en groupe B, Mali et Guinée-Bissau devraient valider leur ticket après avoir écarté Sierra Leone. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.